Le laboratoire d'excellence dynamique territoriale et spatiale, ou l'ABEX Dynamite, s'intéresse aux effets de la globalisation sur les espaces et sur les sociétés, ainsi qu'aux enjeux du développement durable et du changement global. Fondé en 2012, il réunit des chercheurs issus de 18 laboratoires partenaires travaillant dans différents domaines des sciences humaines et sociales. Géographes, historiens, archéologues, anthropologues et économistes sont ainsi engagés dans une coopération scientifique interdisciplinaire. Ce croisement des disciplines et des thématiques favorise l'émergence de nouveaux programmes de recherche. Les membres du LABEX sont par ailleurs impliqués dans de nombreux programmes existants. À travers ce film, nous avons décidé de nous intéresser à l'un d'eux. Nous nous sommes ainsi rendus à Kavala, en Grèce du Nord, afin d'y rejoindre Laurent Lespez. Enseignant-chercheur au sein du laboratoire de géographie physique, le LGP, Laurent est géomorphologue. Spécialiste de l'évolution des paysages sur la longue durée, il est membre du groupe de travail Changements environnementaux et sociétés dans le passé du LABEX Dynamite. C'est dans le cadre du programme de recherche Archéomède, qui implique plusieurs chercheurs européens, qu'il s'est rendu en Grèce du Nord. Donc le programme de recherche s'appelle Archéomède, il dépend d'un vaste chantier qui s'appelle le chantier Mistral, dans lequel l'objectif est de comprendre les interactions entre les évolutions naturelles, en particulier climatiques, et les changements sociaux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de caractériser les changements de l'environnement et de voir quelles ont été leurs relations avec les changements sociaux observés par les recherches archéologiques. Donc sur place, on est trois, donc avec Antonio Lopez Saez qui vient du CSIC à Madrid, qui est palynologue, donc spécialiste des pluies polliniques fossiles qu'on retrouve dans les sédiments et qui, à partir de ces pluies polliniques fossiles, va reconstituer la végétation. Et puis on co-encadre ensemble un doctorant qui s'appelle Arthur Glé, qui travaille lui à la fois en géomorphologie, comme moi je peux le faire, et puis sur ces pluies polliniques actuelles et fossiles avec Antonio Lopez Saez. Non, ça c'est aluminium. C'est ce qui fait le fruit après. Okay. Notre rôle dans ce programme de recherche européen, finalement de collaboration, c'est d'apporter des informations sur les paléo-environnements, donc les paysages et l'environnement du passé dans cet espace méditerranéen et plus particulièrement ici en Grèce du Nord, Macédoine orientale. Cette mission de terrain en Grèce du Nord se déroule en 2 étapes. Un volet consacré au carottage tout d'abord, afin de diagnostiquer les archives sédimentaires. L'objectif est de comprendre ce qu'elles peuvent révéler sur l'évolution du climat et de l'environnement, transformés par les sociétés depuis le néolithique ancien, soit les 8000 dernières années. Laurent nous en dit plus sur le sujet. Ici, on est donc sur le cône alluvial du Xéropotamos, c'est-à-dire sur une partie de la plaine de Drama, Philippe, qui a été construite par les alluvions d'un cours d'eau qui a amené ces alluvions et qui sont venus recouvrir le centre de la plaine et qui sont venus recouvrir une partie d'un marais qui a plus au sud. Et donc ce cône alluvial du Xéropotamos, il est construit par toute une série d'alluvions. Et cet alluvionnement a connu une histoire qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire c'est pas une gradation linéaire, mais c'est spasmodique. Et il y a des temps forts où il y a beaucoup d'alluvions qui arrivent et des moments où il y a moins d'alluvions qui arrivent et des sols peuvent se développer. Et ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est 2 choses. La relation avec cette histoire de l'alluvionnement et la mise en valeur agricole de cette plaine, puisqu'on sait qu'il y a des populations qui sont là depuis le néolithique, donc depuis plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, et qui ont pratiqué cette plaine pour y développer des pratiques agricoles. Donc si on arrive à retrouver des paléosols sur lesquels elles ont exercé leurs activités, on aura une idée de la topographie du lieu et du type d'activité qu'elles pouvaient pratiquer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire les sédiments qui sont présents dans les carottes pour déterminer si on a des phases de pédogénèse, de stabilité du système. On essaiera de les dater après par ailleurs et de définir les moments de stabilité. Et si au contraire on a des phases, des pulsations détritiques, des décharges hydrologiques très chargées en sédiments, qui vont être au contraire des temps forts de l'histoire alluviale, qui renverront soit à une histoire anthropique du bassin versant, soit à une histoire climatique du bassin versant. Et ça, c'est la lecture des sédiments dans les carottes qui va nous donner les premières indications. Alors, donc en fait, donc là on a nettoyé rapidement la carotte et on voit très rapidement des changements de faciès avec des passées qui sont plus fines, plus limoneuses et puis d'autres qui sont franchement sableuses.
Donc par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, l'épacée sableuse elle renvoie au fait qu'ici il y avait un cours d'eau, qu'il avait assez d'énergie pour transporter des particules qui font 2 à 3 cm de grand axe, et qu'à contraire, à d'autres moments, ce cours d'eau n'était pas présent et qu'on avait simplement des dépôts plus fins. Et on voit même que là, on a des dépôts plus fins, et ce qu'on voit apparaître ici, c'est des petites particules de matière organique qui sont des racines ou des morceaux de bois fossiles. Donc en fait, ici, on va avoir un environnement plus calme, un environnement lié à une décharge détritique où le cours d'eau était présent avec une énergie assez forte, et puis après, on retourne à nouveau vers un environnement plus calme. Donc si on arrive à mettre des dates là-dessus, on pourra faire une histoire du système fluvial dans cet endroit-là. Le second volet de la mission est consacré au paléo-environnement. Axé sur la botanique, il consiste en des prélèvements de mousse à différents étages de la végétation au sein des massifs montagneux du Pangé et du Falakro, non loin de la frontière bulgare. Nos chercheurs essayent ainsi de mieux comprendre les fluctuations de la végétation. Pour ce faire, ils souhaitent constituer un référentiel actuel des végétaux, et en particulier de la pluie pollinique de la région, c'est-à-dire des pollens et des spores qui s'y déposent. Cela permettra entre autres d'interpréter les pluies polliniques retrouvées dans les sédiments carottés. Arthur et Antonio, en charge de cet aspect de la mission, nous expliquent tout cela. Tu sens le citron? Un peu? Un peu, ouais. Ouais. La mousse que l'on prélève lors de la mission est finalement un très bon enregistreur de la végétation environnante, puisque la mousse permet de capter et de conserver les pollens et les spores des différentes espèces, qu'elles soient arborées ou au contraire de strates de végétation beaucoup plus basses, et donc de les conserver et de donner finalement une représentativité de cette végétation. On prélève de la mousse dans différents paysages. À partir de ça, on peut étudier les pollens qui est contenu dans la mousse, et on peut différencier les différentes unités de paysage qu'il y a. Donc le contenu pollinique ici, ça sera différent si on prélève de la mousse dans la montagne. Et après tout ça, on peut le comparer avec le pollen fossile. On fait des études statistiques pour mieux comprendre l'histoire de la végétation. Sa mère aussi, c'est Lilia, c'est mère. Lilia. Lilia, la famille, c'est pas, il faut la voir. C'est pas compliqué, mais je me rappelle pas. C'est l'âge. C'est l'âge. Ce qu'on fait normalement, c'est faire des relevés floristiques à chaque station de prélèvement de la mousse, parce qu'il faut connaître la flore actuelle pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver dans la mousse et pour mieux interpréter les spectres polliniques ou les résultats qu'on a sur la mousse. Et pour les aider dans leurs tâches, nos chercheurs peuvent compter sur l'aide de collaborateurs grecs. En effet, à travers cette mission de terrain menée à l'étranger dans le cadre d'un programme international, la collaboration avec des chercheurs locaux est primordiale. Je ne me verrais pas travailler dans un pays étranger sans être en relation avec des chercheurs de ce pays-là. Ça me paraît indispensable pour des raisons éthiques et puis aussi pour des raisons pratiques et scientifiques. Donc la collaboration, elle se fait naturellement sur les thématiques sur lesquelles on travaille. On travaille quand même sur des relations entre les sociétés anciennes qui sont habitantes d'un espace donné, et puis des changements de l'environnement qui sont intervenus dans cet espace-là. La connaissance des sociétés anciennes, elle est surtout portée par les chercheurs qui travaillent au quotidien dans cet espace. Donc pour moi, l'avantage il est considérable, et je pense qu'on ne pourrait pas faire autrement réellement si on veut bien faire les choses. J'ai participé à des fouilles archéologiques ici, je suis intervenu à proximité de sites archéologiques pour les fories, pour différentes institutions locales. Et puis petit à petit, on a intégré les archéologues grecs à nos programmes de recherche aussi. Donc on a un ensemble de collaborations depuis la pratique du terrain jusqu'au montage de projets. Ça fait tellement longtemps que je fréquente cet endroit-là, au moins 2 à 3 fois par an. Du coup, il y a une forme de communauté qui s'est tissée avec le temps. Dimitra Malamidou, archéologue au sein du département d'archéologie de la ville de Kavala, appartient à cette communauté. Elle collabore avec Laurent depuis de nombreuses années. Elle a d'ailleurs profité de sa venue en Grèce du Nord pour solliciter son aide. Ensemble, ils ont ainsi effectué un carottage sur le site archéologique d'Ofrigno, au bord de la mer Égée. Il s'agit d'un site préhistorique du bronze récent. Cela veut dire deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. C'est un site occupé pendant l'époque quand les Mycéniens, la civilisation mycénienne était à son essor en Grèce du Sud.
Et donc aujourd'hui, on est venu ici avec l'équipe de Laurent Lespez, avec les géomorphologues, pour faire un carottage. Le but de cette mission est de savoir si la colline où on est maintenant est en partie naturelle et jusqu'à quel point elle est naturelle et à quel point les couches anthropisées commencent. Cela veut dire à quelle hauteur les premiers gens qui sont installés ici ont trouvé le sol vierge. C'est ça le but pour tracer la stratégie de la fouille à venir. L'avantage de travailler avec des gens de l'étranger, à mon avis, est que cette sorte de collaboration nous donne l'occasion d'échanger des idées, d'avancer nos pensées, et établir de nouvelles pistes de méthodes, de méthodologie ou de stratégies de recherche, parce que justement il y a des gens qui viennent de milieux différents, mais qui à la fin ont le même but de étudier l'archéologie de la Grèce. Donc c'est ça l'avantage, d'ouvrir les horizons de deux côtés et de mener à bien les recherches. Pour finir, nous nous sommes intéressés à la place qu'occupe le Labex dans les recherches menées par Laurent et ses collègues en Grèce du Nord. Pour nous, ils reviennent sur l'apport de dynamite à leurs travaux. L'abord du Labex, il est important parce qu'on est dans des recherches qui coûtent de l'argent. Elles coûtent de l'argent parce qu'on a besoin de se projeter à l'étranger, on a besoin de manipuler un certain nombre de matériel comme un carottier par exemple. On a besoin ensuite de faire des analyses de laboratoire, autant de choses qui nécessitent de regrouper des moyens. Le Labex, c'est un soutien à la recherche qui est considérable, à la fois dans la communication mais aussi dans les moyens que ça nous permet de développer et d'entreprendre des choses. Sans ce soutien du Labex, on ne pourrait pas ni avoir autant de collaboration, ni avoir autant de moyens. Non, pour moi, le plus intéressant, c'est surtout l'aspect divulgatif de la science, non? Parce que, autant que chercheur, parfois, je sens que je fais des choses, à part de 3 à 4 collègues qui vont lire les choses que je fais, les papiers que j'écris, personne ne le sait, tu vois. Et pour moi, c'est important que les gens, en général, peuvent savoir, même un peu, ce qu'on fait ici en Grèce ou chez nous. Hein. 200. 10, tu prends 1% de la lière, 1% d'astéracée, 1%. On fait des sondages pendant des heures, on monte la montagne, pourquoi faire? Après, c'est un papier que quelqu'un va lire, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière de ça. Et pour ça, c'est très important la divulgation de la science. Le Labex Dynamite concentre des chercheurs qui ont une bonne base de savoir-faire et je pense bien que dans le Labex, il se passe actuellement beaucoup de choses parce qu'il y a d'un côté il y a le fond. Et de l'autre côté, il y a des gens qui savent faire leur travail bien, ils ont l'enthousiasme et la volonté de travailler et de collaborer avec d'autres gens pour monter des programmes et des projets à point. Les interactions nature-société, c'est une thématique qui est vaste, qui est traitée à la fois par des spécialistes de sciences sociales et des gens qui viennent plutôt d'une démarche naturaliste, comme moi je peux l'être. Et donc c'est cette hybridité, on la trouve au Labex et on rencontre les gens qui participent de cet effort de comprendre les interactions nature-société. Donc je dirais que c'est à la fois aussi évidemment un lieu d'échange.